Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. J'en profite au nom de toute l'équipe, je me fais la porte-parole, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2026, qu'elle soit riche en découvertes. Et ce soir, ça va être le cas car j'ai l'immense chance de recevoir Sylviane Sambor, directrice et éditrice des éditions de l'Escampette. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Nathalie et bonne année à vous et à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, puisque ce sont les 35 ans des éditions de l'Escampette. Alors ce soir, on est dans les rendez-vous des mardis de l'édition. Je vais rappeler ce que c'est les mardis de l'édition indépendante, une série d'émissions coproduites par la Fédération des éditions indépendantes, un endroit où aller et le soutien du CNL. Alors ce soir, on va pas parler forcément d'un seul livre, on va parler d'un catalogue. Et quel catalogue? Parce que moi, j'ai eu la chance de découvrir votre maison d'édition. C'est là que les rencontres sont faites aussi pour ça. Donc, Sylviane, est-ce que vous pouvez nous dire en une minute un peu la genèse des éditions de l'Escampette? Quand sont-elles nées? Qui les a fondées? Et où vous en êtes aujourd'hui en 2026? Alors, je vais essayer d'être courte. L'Escampette est né en 1991, donc pour publier un premier livre qui s'appelait Les Saveurs de Porto, que je m'étais mise en tête de publier, d'organiser, parce que tout simplement, je ne trouvais pas le livre que je cherchais sur cette belle ville du Portugal dont j'étais tombée amoureuse. Et donc, je me suis dit, puisque je ne le trouve pas, eh bien, je vais le faire avec des écrivains, un portugais de l'époque, et voilà. Et avec mon compagnon, Claude Rouquet, auquel j'ai envie quand même de rendre hommage dès l'entrée, enfin le début de cette conversation, parce que nous avons créé l'Escampette ensemble donc en 1991. Il en est devenu vraiment le responsable à partir de janvier 1993. C'est vraiment lui qui a construit le catalogue, l'essence, enfin 80% du catalogue entre janvier 1993 et son décès en janvier 2015. Et il se fait que c'est pratiquement heure pour heure le moment où il nous a quittés, même si son décès officiel a été un peu plus tardif. Mais voilà. Donc voilà, une pensée, une très grande pensée pour lui, parce que cette maison d'édition, sans lui, n'aurait pas existé. Deux livres, moi j'ai beaucoup contribué à la naissance des deux premiers livres, un en 91, un en 92, mais après vraiment c'est lui jusqu'en 2015. Puis après, j'en parlerai plus tard. Voilà. Et d'ailleurs, le livre dont on va beaucoup parler, je crois, le très beau poème de Philippe Brunet, Aga, Le Retour des Giraud, j'ai souhaité le dédier à Claude parce que je pense qu'il aurait beaucoup aimé ce livre. Donc, l'Escampette naît à ce moment-là pour publier de la littérature générale, de la poésie, des textes singuliers, des écritures. On aime beaucoup vagabonder un peu dans les marges. Il y a des romans, l'Escampette, mais pas forcément beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de nouvelles, voilà, et des textes aussi sur la littérature. Et donc, en 35 ans de publication, on compte à peu près 300 titres publiés. 270 à peu près sont toujours disponibles. Ils sont vendus par les libraires, ça je tiens à le rappeler. Très grand attachement à la librairie indépendante. Je crois que nous, les indépendants, qu'on soit éditeurs ou libraires, nos sorts sont liés. Donc je crois beaucoup à la solidarité, à la coopération entre les éditeurs et les libraires. Et donc, sont les Belles Lettres qui distribuent nos livres dans les librairies en France, en Belgique, en Suisse. Beaucoup de littérature étrangère traduite, mais aussi beaucoup de littérature française. Voilà, pour aller très 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 vite. Voilà, moi qui ai commencé à aller rencontrer des libraires justement, puisque j'ai prévu de toute l'année 2026, peut-être jusqu'en 2027, aller rendre visite à des libraires, leur présenter l'Escampette. J'arrive avec un petit document, voilà, avec le logo, ce joli lièvre je remercie d'ailleurs celui qui m'a beaucoup aidé, Vincent Jacques, qui est à la fois éditeur et auteur, et qui a inventé ce logo à partir de 2017, après le décès de Claude, et qui m'a beaucoup aidé, qui était le directeur littéraire de la maison jusqu'à il y a encore 2, 3 ans. Voilà, j'arrive avec ce document qui raconte l'histoire de la maison d'édition d'un côté, et puis les choix aujourd'hui un petit peu singuliers
que j'ai fait en lien avec ce qu'on appelle de plus en plus l'écologie du livre. On va peut-être en reparler. Et pourquoi justement un lièvre? Alors, bon, il y a toute une histoire, ça serait. Mais Rapidement, cette rapidement, image rapidement. nous a plu. Mhm. Et je crois que parfois, il y a des intuitions qui devancent, oui, qui anticipent sur des choix qui s'affirment ensuite. Ce lièvre, il apparaît à partir de, je pourrais plus dire tout à fait 2018, 2019 peut-être, en tout cas avant la pandémie. Et c'est un lièvre qui, qui, qui vagabonde tranquillement, lentement. Et l'affirmation aussi de la volonté d'être du côté de la lenteur, reprendre possession du temps long. Elle va s'affirmer surtout après les années 2020, la période Covid, et dans les choix que j'ai actés depuis, avec la création de ce que j'appelle les slow books. Mais voilà, il est bienvenu ce lièvre parce que l'escampette, déjà le nom, c'est ben, vagabonder sur les chemins de traverse, un petit peu. Alors, je vous entends pas. Je vais rappeler que la situation géographique, météorologique de la France en ce moment est un peu perturbée. Moi, je suis sous -7 degrés. J'imagine que vous, vous êtes dans la Vienne. Moi, je suis dans le Tarn-et-Garonne. Je sais que le réseau est un peu saturé, donc j'espère qu'on va. Allez-y. Est-ce que je vous entends là? Est-ce que c'est revenu ou Moi, pas? je vous entends très bien. Parfait, parfait. J'espère que l'on m'entend également, mais J'ai n'hésitez pas préféré maintenant. Oui, oui, n'hésitez pas redire. maintenant. Donc, je ne sais pas si on a entendu mon histoire de lièvre, Si, qui va ça on doucement, entend. voilà, et qui vagabonde. Et voilà, on l'aime beaucoup, c'est vrai, avec Vincent Jacques, qui n'est plus maintenant l'éditeur chargé de la littérature à l'Escampette, mais qui a repris son statut d'auteur d'auteur très rare et avec voilà, quelques livres qui sont exceptionnels, j'ose le dire. Vous avez vu à quoi je voulais venir avec le lièvre, parce que quand j'ai lu la présentation de votre maison d'édition, j'ai vu la notion de slow book. Hmm. Alors déjà, je me suis dit, mais pourquoi en anglais et pas en français? Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, enfin, une maison d'édition qui va à l'envers de toutes les maisons d'édition actuelles qui sont dans la production, la production, la production. Alors qu'est-ce que c'est que le slow book, Sylviane? Alors, je vais commencer par langue en général, je préconise d'utiliser plutôt des mots français parce qu'on a tout ce qu'il faut dans notre belle langue pour traduire voilà, toutes sortes de choses, des idées. Parfois, quand on veut transmettre, se faire comprendre, il faut, dans ce monde de communication effréné et rapide, il faut pouvoir faire sens assez vite. Depuis 3, 4, 5 ans, enfin, je souhaitais ralentir la production et concentrer mes efforts de promotion sur les livres du catalogue, le fond. Euh, Partant du principe qu'un livre, même s'il a été publié et imprimé il y a 10, 15, 20 ans, même 30 ans dans certains cas, s'il n'a pas été lu par un lecteur ou une lectrice, c'est toujours une nouveauté. Or, on vit avec le diktat de la nouveauté, particulièrement dans les librairies. Hein. Les libraires sont écrasés. Encore là, ça va être à nouveau la rentrée littéraire Hiver, parce que là, janvier, ça voilà, s'appelle d'hiver. hiver. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose, il me semble-t-il, moi, ça fait 40 ans que j'observe l'écosystème du livre. J'ai vu cette progression exponentielle de publications au fil des ans. Les lecteurs et les lectrices ne sont pas plus nombreux et nombreuses. Voilà. Et donc, c'est vraiment la chanson de Jacques Brel, hein, au suivant, au suivant, au suivant. Les livres, non. On considère aujourd'hui qu'un livre qui reste 2 mois dans une librairie, s'il n'est pas vendu, pratiquement, on considère qu'il est mort. Et souvent, très souvent, donc les libraires renvoient les invendus au producteur, c'est-à-dire à l'éditeur ou à son distributeur, et très souvent, ces livres sont détruits. C'est une aberration absolument de tout point de vue. D'abord, aberration d'un point de vue de la ressource, d'un point de vue écologique. Bon, heureusement, on pense à ça de plus en plus aujourd'hui, mais peut-être tout autant du point de vue de la littérature, surtout quand il s'agit de littérature, si c'en est, il n'y a pas de date de péremption, normalement. Voilà. Donc, vraiment, ça, j'en pouvais plus. Depuis déjà trop d'années. Moi, je suis un peu éditrice non pas par défaut, mais l'éditeur, c'était Claude Rouquet, jusqu'en 2015. Après son décès,
moi qui étais déjà dans le monde du livre depuis de nombreuses années, j'ai créé un festival de littérature il y a longtemps à Bordeaux, j'ai dirigé pendant 10 ans une structure régionale pour le livre, ce qu'on appelle, voilà, qui dépend du ministère de la Culture et des régions. J'avais pas prévu d'être éditrice. Mais je le suis donc devenue parce que voilà, c'était notre enfant et je crois qu'on accompagne ses enfants, hein, même quels que soient voilà, même si c'était forcément mon choix initial d'être éditrice. Et donc, moi, ma préoccupation première, c'est la transmission. Ça a toujours été ça depuis 30 ans, 40 ans. La lecture, comment on fait lire? Comment on partager ses enthousiasmes, ses découvertes? C'est aussi le métier de l'éditeur, ça, hein, de toute manière, hein. Mais c'est vrai que j'aime toujours me situer au moment où le livre existe. Et au fond, je suis peut-être plus libraire qu'éditrice d'une certaine manière, ou bibliothèque. Enfin voilà, je me situe plutôt au moment, et là, j'aime travailler au moment où le livre existe. Et il faut trouver le moyen de le mettre entre les mains de d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas et voilà, qui vont peut-être prendre plaisir à le découvrir, mais ils ne seraient peut-être pas allés spontanément vers tel ou tel livre. Donc, je réfléchissais à comment continuer à faire vivre ce catalogue en oubliant cette loi-là qui régit de manière folle, mortifère à mes yeux, l'écosystème du livre. Alors, il y a 3-4 ans, quand je parlais de ça, je disais comment je vais faire la promotion de mes vieux livres neufs. J'avais même fait une carte de vœux. Voilà, Pas mal. en mettant vieux livres neufs. J'avais hésité, hein, d'ailleurs. Mais je ne voyais pas comment traduire mon histoire. Moi. Alors, bon, je sentais bien que vieux livre neuf, en même temps, c'était pas totalement. Ou livre de fond, parce qu'il ne faut pas oublier en fait que bah, le trésor de chaque librairie, ce sont les livres de fond. Et je pense que votre catalogue, ce sont que des livres du fond. Oui, et même les nouveautés, elles sont promises à le devenir de toute manière, parce que je crois que c'est de la littérature que nous publions à l'ESCAM. Enfin, ce que j'appelle la littérature. Après, bon. Ah oui, je vous le confirme, j'en ai Bah, lu deux, voilà. deux et demi, Moi, et je me c'est sens vraiment la capable de littérature. défendre encore 80% de ce qui a été publié, hein. Peut-être pas tous les titres, parce que d'abord, les choix, c'était, même si on était très proches, c'était quand même beaucoup les choix d'une autre personne. Mais je me sens toujours capable de défendre une très grande partie de ce catalogue. Donc, voilà, j'avais cette histoire de vieux livres neufs. J'avais même commencé à mettre ça dans des documents. Mais je sentais quand même que c'était pas top, top, top. Et puis, il y a un peu moins d'un an, c'était en février l'année dernière. La nuit porte, c'est toujours fructueux, hein, là, voilà. Et puis je me suis réveillée, comme dans les dessins animés, hop, avec la petite slow book. Alors il se fait que je suis avec admiration ce qu'a construit un Italien formidable il y a une quarantaine d'années en Italie, Carlo Petrini, qui a créé dans les années 80 d'abord une toute petite asso, enfin, qui s'appelait et qu'il a appelé avec deux autres de ses amis Slow Food. Mm. Quoi. Ils avaient créé ça en Italie, je crois que c'était à Rome, lorsque le premier McDonald's est arrivé à Rome. Et ils se sont dit comment on peut faire pour contrer et affirmer autre chose et essayer, en dépit de moyens modestes, de combattre la malbouffe, quoi. Et aujourd'hui, c'est une ONG, même plusieurs, enfin, c'est extraordinaire, le réseau Slow Food, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, aller voir sur Internet, c'est extraordinaire, pour défendre une alimentation de qualité. Et ça rejoint naturellement aussi des préoccupations liées à l'écologie, enfin, au bien vivre, quoi, et à l'humain, défendre l'humain, les paysans aussi, voilà, un peu partout dans le monde. Enfin, bon, alors, j'ai pas la prétention avec les slow books peut-être que les slow books auront le même avenir, mais on sait jamais, hein, de toute manière. Mais voilà, ça s'est imposé, d'où l'anglais, voilà. Et ça veut dire réintroduire la lenteur. C'est vrai qu'avec le slow food a donné un peu, est à l'origine de ce qu'on appelle le mouvement slow. Alors ça se décline de toutes sortes de manières, parfois à tort et à travers, il faut bien le reconnaître aussi. Le commerce, le marketing se sont emparés de ça, comme ils sont capables de tout passer à la Alors, boulette. Mais voilà, Sylviane, pourquoi les slow books? il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Donc, vous êtes une maison d'édition indépendante. Vous imprimez où vos livres? Avec quel papier? Est-ce que parce que souvent on a le raccourci facile de dire ben, slow bouffe, slow food, malbouffe. Est-ce que la slow littérature ou les slow books c'est une sous-catégorie? J'extrapole exprès hein, pour que vous
mettez bien à plat tout ça. Est-ce que ça veut dire que la qualité du papier est moins bonne qu'une maison d'édition normale ou surtout imprimez-vous vos livres? Le papier, quoi. Toute la fabrication se fait où? En France? L'autre caractéristique, enfin des choix que j'ai faits, c'est de pratiquement plus publier de nouveautés. On y reviendra sans doute. Ah Et ouais. c'est un peu singulier, une maison d'édition qui décide de ne plus publier, ou presque plus. Ça veut dire que vous aviez suffisamment de stock Ben pour oui, ressortir? oui, puisque autre caractéristique de la maison d'édition, depuis 35 ans, nous n'avons pratiquement pas pilonné nos livres. Alors, ce qu'on appelle le pilon, mais vous devez le savoir dans le monde du Ouais. livre, c'est la destruction des livres, hein, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait du tout en 35 ans, à la marge, mais j'ai des stocks importants de livres qui ont toujours été imprimés en France. Toujours. Pendant une longue période dans de toutes petites imprimeries, parfois qui étaient aussi liées à des maisons d'édition. Je pense à Georges Monti, Le temps qu'il fait, à Cognac, du temps où il était également imprimeur et qu'il imprimait pour de nombreuses petites maisons d'édition de littérature de création en France. D'accord. Voilà, quand son imprimerie a disparu, parce que le monde de l'imprimerie, c'est aussi a été très bouleversé dans les décennies qui viennent de se passer, on a toujours choisi d'imprimer en France et on continue à imprimer en France. J'ai deux imprimeurs actuellement, un qui est coopératif, la Ballerie, dans la Nièvre, si je ne me trompe pas, et puis un autre imprimeur en Nouvelle-Aquitaine, près de Pau, voilà, pour les tout petits tirages, et on imprime donc. Mais on imprime beaucoup moins, puisque, Oui, voilà, oui, oui. C'est l'avantage. voilà, mais ça aussi, c'est un choix, même si ça coûte plus cher d'imprimer en France. Il faut être un Un peu choix cohérent. ou un pari, Sylviane? Les deux, enfin, en tout cas, c'est en tout cas, au moins l'expression de conviction que nous essayons, enfin, que j'essaie maintenant, puisque je peux dire que je redeviens un peu vraiment la coordinatrice de la maison, de mettre en application tous les jours, parce que sinon, les grands discours, c'est bien beau, mais si on ne les met pas même modestement en application dans sa pratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, les grands discours. Vous êtes combien au sein de la maison d'édition, là, actuellement? Je crois que vous avez l'équipe en face de vous, donc Vous êtes toute seule. Il n'y a que vous comme éditrice. alors aujourd'hui, mais Claude Rouquet était seul, Oui. c'est Voilà, ouais. en 2015. Euh, j'ai mis un an avant à décider de garder ou de laisser mourir la maison d'édition. C'était pas très facile, enfin pour toutes sortes de raisons. J'ai décidé de continuer parce qu'il y a des pépites inscrites à ce catalogue, parce qu'il y a de très grands auteurs. Donc parfois nous sommes presque pas l'unique éditeur, mais une grande. Si je cite par exemple un géant de la littérature française du 20, je vais dire un géant de la littérature de France du XXe siècle qui s'appelle Bernard Manciette, dont l'œuvre devrait, on devrait tous les lecteurs et lectrices devraient connaître au moins le nom de Bernard Manciette, c'est un des plus grands écrivains de France et français, mais enfin comme il écrivait en occitan, c'est pour ça que je fais cette Oui. petite, c'est pour ça aussi qu'on le connaît peu, mais c'est immense. Quand vous avez ce type d'auteur à votre catalogue, ou d'autres, ou que vous êtes la maison d'édition qui a le plus publié la poésie portugaise en France depuis le XVIe siècle jusqu'au contemporain, Nuno Judice, qui est aujourd'hui en Poésie Gallimard, qui est entré dès 1996, c'est l'Escampette qui l'a publié en premier en 1993. Voilà, vous avez une responsabilité. Donc j'ai gardé la maison d'édition, même si ça n'a pas été très simple. J'ai vendu une maison pour conserver celle-là, j'en ai vendu une autre. Est-ce qu'on ne ferait pas pour les livres et l'amour des livres? Ça, Voilà, exactement. Mais dès lors que le choix est, c'est un vrai choix assumé, c'est plutôt joyeux, quoi. J'ai pu le faire. J'aurais pu ne pas avoir une maison et ne pas, voilà. Et donc j'ai repris le flambeau et très vite j'ai été rejoint par Vincent Jacques, qui avait été un auteur publié par Claude dès 1993, un auteur exceptionnel, que Christian Bourgois avait publié dès 1990 chez Julliard. Auteur rare, très peu de livres publiés, mais des livres qui m'avaient aidé à traverser certaines épreuves. Et je voulais absolument que ces livres, qui étaient complètement épuisés, tant celui publié à l'Escampette en 93 que ce que Christian Bourgois avait publié en 90, ces livres étaient introuvables. Je voulais leur redonner
qu'il puisse circuler. Donc, j'ai repris contact avec lui. J'ai publié en 2016 L'écume des voyages, qui est un recueil absolument magnifique, qui avait d'ailleurs, voilà, qui a bien circulé. Et à partir de 2017, je lui ai proposé de devenir le directeur littéraire. Et c'est à lui que j'ai confié les choix pour la littérature carte blanche. Donc tous les nouveaux titres à partir de 2017, c'est lui qui les a publiés jusqu'à il y a 2 ans à peu près, jusqu'au moment où j'ai décidé de pratiquement plus rien publier, ou très peu, quelques exceptions à la règle, on en parlera. Mais voilà, pour répondre à votre... Justement, Donc, je voudrais vous avez l'équipe en face de vous. Parfait. Je voudrais qu'on parle, vous avez évoqué le mot pépite. Moi, je voudrais qu'on évoque un livre que j'ai lu pendant les vacances, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Le retour d'Eijiro, je ne sais pas si je le prononce correctement, de Philippe Brunet-Haga. Mais quelle découverte pour moi, j'ai passé un merveilleux moment de lecture. Alors, c'est de la poésie. En fait, c'est un récit écrit en vers. Je me suis dit, mais quelle idée! Mais fabuleuse en fait, parce que ça apporte tout le poids littéraire à ce texte. Peut-être que vous allez mieux le présenter que moi. Je vais montrer la couverture pendant que vous allez nous faire, allez, en 1 minute, le résumé. Je sais que je suis un peu vache, mais en 1 minute, je pense que vous pouvez nous... Pour une bavarde comme moi, c'est dur. Non, mais juste les grandes lignes, parce que Oui, oui, oui. franchement, il est Voilà. tellement riche, ce livre. Moi, vraiment, merci. Merci de l'avoir... On va remercier surtout l'auteur, Bah hein. oui, on va remercier l'auteur. Je ne sais pas s'il nous écoute ou pas. En Il tout nous cas, écoute moi, je le peut-être, remercie. mais en tout cas, moi, je remercie chaleureusement Philippe Brunet, que l'on connaît sous le nom de Philippe Brunet quand il est traducteur, et traducteur d'Homère en particulier pour les éditions du Seuil. Il a traduit l'Iliade, l'Odyssée, puis voilà. Et puis qui, lorsqu'il est auteur, ben voilà, il rajoute son nom, le nom de sa famille japonaise du côté de sa mère. Alors, ce livre, puisque je commence à le promouvoir en librairie, euh, pour aller très très vite, je dis, c'est entre le retour d'Ulysse, donc, alors c'est un clin d'œil au traducteur, hein, naturellement, le retour d'Ulysse à Ithaque, et la prose du Transsibérien, grand texte, grand poème, également narratif de Blaise Cendrars, que j'affectionne beaucoup. Donc ça, c'est une manière déjà moins d'une minute, hein, voilà. Si vous me laissez un tout petit peu plus, ça relate, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on dit poésie, quelquefois, ça fait Ah non, partie non, c'est très à tout le agréable à monde, hein. lire. C'est Mais fluide. c'est un poème narratif, donc ça Ouais. raconte vraiment une histoire, ça se lit comme un roman, quoi. Il Ah faut oui, le oui. lire vraiment, voilà. Et ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Eijiro Haga, ou Haga Eijiro, je sais pas, qui se trouve à Berlin en 1898, qui est le descendant d'un des derniers, enfin le fils d'un des derniers samouraïs japonais, et qui, lui, est devenu médecin. Il parfait sa formation de médecin en Europe, et en 1898, il doit rentrer au Japon, et plutôt que de rentrer à, par, avec un bateau, comme il l'a fait à l'aller, il décide de rentrer en traversant la Russie, la Sibérie, la Baïkal, se retrouver aller jusqu'à Vladivostok. Après, il prend quand même un bateau, ça aurait été difficile, pour rejoindre son archipel. Et donc, c'est le retour, ce poème narre ce voyage de Berlin. Alors d'abord, pendant un tout petit temps en train, mais c'est juste le début, tout début, on commence à construire le chemin de fer. Le poème de Sandrard, c'est 1916, je crois, enfin, voilà, Voilà. le transsibérien commence, voilà, quelques années après. Donc, juste un petit bout de train, et puis, quand le chemin de fer s'arrête, il achète un cheval, et il continue à travers cette Russie. Euh, et il va donc là, il va lui arriver toutes sortes d'aventures. Il va croiser, même dans les déserts, il va croiser parfois des personnages un peu singuliers. Il va avoir des visions qu'il projette dans un XXe siècle qu'il n'a pas vécu, et qui nous projette d'une certaine manière aussi dans notre XXIe siècle, je trouve, par certains. Oui, c'est vrai, très très moderne. C'est très moderne, très très moderne. Et donc voilà, il va finir par retourner au Japon, revenir à Fukushima, Mm. sur le Très territoire. important. Voilà, c'est aussi important. Parce qu'il Ouais. faut dire que ce poème, il l'a écrit entre 2009 et puis
ouais, 2011-2012 à peu près. Et donc la catastrophe de Fukushima intervient au moment où il est finalement encore en train de l'écrire. Et c'est assez singulier parce que ce personnage, Jiro, il va être l'introducteur au Japon des premières machines à radiographier les corps en 1895, si je ne me trompe pas. Les rayons X, ça s'appelle pas encore Parce comme ça. qu'il rapporte le rayon X, en fait. Dans son voyage, il Voilà, le rapporte. il a Ouais. introduit ces machines au Japon, et donc c'est assez singulier finalement que, et ça c'est une histoire vraie, là, ces éléments-là, c'est l'histoire de son aïeul, son arrière-grand-père, donc le grand-père de sa mère, qui a réellement fait ce voyage, qui a réellement été médecin, qui a réellement introduit au Japon ces machines, et qui a écrit un journal, qui est rentré comme ça par voie de terre, et qui a écrit un journal que la maman de Philippe Brunet lui a traduit, parce que lui ne lit pas le japonais. Et c'est à partir de ces éléments alors, familiaux, enfin de l'histoire familiale, que la fiction va se... Mêlé, oui, oui, ça va s'entremêler. Voilà, exactement, c'est un mélange, et donc que cette fiction voilà, va se développer dans un rythme extraordinaire, parce que ce sont des vers, effectivement, mais ce sont des vers 2500 vers, hein, je crois, c'est ça, hein, 2600. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur du tout, parce qu'on commence, moi Non? j'étais Ouais, ouais. happée. On lit Ah ça ben moi comme aussi, moi je suis partie, hein. J'étais très loin. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, ce sont. Parce qu'il a des questionnements pendant tout son retour, oui, on bien. presque des méditations, et qui sont comment on accepte le présent, est-ce qu'on a le droit de renoncer à ses rêves, est-ce que. Tout ça avec une nostalgie, mais qui est hyper enveloppante. Je sais pas comment l'expliquer. Et comme je vous le disais quand ce matin on s'est parlé, ce qui est très intéressant, c'est que les questions et la rythmique n'est pas la même qu'il soit à pied, sur son cheval ou soit dans le train, soit dans le bateau. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Je sais pas comment il a fait pour faire ça. Ça c'est un travail, donc c'est le talent de l'auteur, de l'écrivain, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, il y a un travail de plusieurs années, hein, Mm. euh, c'est sa première œuvre personnelle, hein, publiée. Philippe Brunet, il est connu des lecteurs et des lectrices par ses traductions. Donc j'ai cité Homère, mais il a traduit Sappho, il a traduit d'autres textes classiques. Il est helléniste, il enseigne toujours d'ailleurs Ça se sent, hein. Ça les se deux sent dans ans. l'écriture, hein. Mais alors c'est un universitaire en même temps très très atypique, parce qu'il y a 30 ans, en 1995, si je ne me trompe pas, il crée au sein de la Sorbonne un théâtre, une compagnie de théâtre qui s'appelle Démodocos, avec laquelle depuis 30 ans, il redonne vie au théâtre antique. Il y a un festival tous les ans, au mois de mars, je crois. Et donc, il est traducteur, il est homme de théâtre, metteur en scène. Lui-même, il intervient dans ces spectacles. J'ai eu la chance, en août dernier, dans un festival, d'assister à un formidable spectacle, Antigone, dans sa traduction de Sophocle, mise en scène par Philippe Brunet, dans lequel spectacle il interprète trois personnages, dont le personnage titre, Antigone, masqué à la manière antique. Voilà. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est complètement immergé. Et alors, ça donne des spectacles où la danse, le chant, ça passe par le corps aussi, hein, beaucoup, comme le La poème là, lecture. dont on va Comme la parler. lecture. C'est La lecture. vraiment très, très, très impressionnant. Moi, je l'ai découvert, Philippe Brunet, et j'ai découvert son travail il y a 2 ans et demi, dans une toute petite manifestation qui avait lieu, ça va s'arrêter, au sud de la Touraine, en milieu rural. Comme moi, je vis en milieu rural également, mais il s'y passe plein plein de choses. Oui. Et c'était toute une journée consacrée à la culture grecque. Et voilà, toutes sortes d'interventions, un joli programme. Et il était invité, je ne le connaissais pas, et j'ai été scotchée, hein, je dois dire, parce que quand sa participation à ce festival, ça a été de lire, mais je dirais plutôt de dire, parce qu'il voilà, il connaît par cœur les textes d'Homère qu'il a traduits, de chanter Homère. C'était deux chants de la fin
particulier le chant où il y a où tous les prétendants sont liquidés joyeusement là. Et donc il est arrivé comme ça en sandales presque antiques, une lyre dans les bras, cet instrument qui a Ouais. disparu en Europe, mais dont il a retrouvé la trace en Éthiopie, si je ne dis pas de bêtises. Donc il chante, il scande en français, en grec, il danse pratiquement le texte. Et donc voilà. Et je me suis dit, oh. Donc ça a été un peu surprenant. Et cette dimension-là, elle passe dans son poème. Ouais. Et alors d'ailleurs, moi je suis allée l'écouter parler de son livre, de son poème. J'engage tous les spectateurs à aller l'écouter parce que je trouve qu'il a la voix de son écriture. Je sais pas comment le dire, mais il a une voix très agréable et quand il parle, ben, on ne peut que l'écouter. Et quand on le lit, on ne peut que voyager avec lui et partir. Ben, le voyage, on le fait quoi. Donc ça, c'est vraiment une pépite, hein. Ça, c'est sûr que Ouais, moi, je serais vous, j'irais vraiment chez votre libraire, commander le livre parce que franchement, vous allez avoir un moment de lecture assez exceptionnel. Et je pèse mes mots, hein, parce que j'en lis des livres, mais là, moi, j'ai fait, ça m'a fait une bulle. Je sais pas, quand on a lu, quand on sort de cette lecture, on a l'impression d'avoir fait un sauna où on s'est lavé de tous les ennuis, on est super vous tranquille. savez, je crois que c'est un yoga. Ouais, c'est ça, Je en vais fait, vous dire. c'est ça. Non, je plaisante, mais presque pas, parce que j'ai replongé un petit peu là. Il y a une, il y a une méditation, c'est on arrive, on pourrait en parler des heures, hein, donc je vais pas le faire, bien sûr, on n'aurait pas le temps, Non, mais tu peux on lire. voyage dans le temps, Ouais. tout autant que dans l'espace. On voyage c'est très très étrange. C'est un poème c'est pour ça que je dis un yoga parce on peut approcher certains états quand on pratique le yoga ou la méditation qui sont assez proches. On entre, il y a une forme de transe. D'ailleurs, le narrateur lui-même, enfin ce personnage a mis, voilà, éléments biographiques, enfin de l'histoire familiale et fiction. Lui-même, à certains moments, il, il- il tombe malade à un moment, il a des délires, et il va être transporté dans un autre espace-temps, en quelque sorte, qu'il projette dans ce XXe siècle. On est en 1898, hein, mais on va reconnaître des moments dramatiques du XXe siècle. Alors des moments liés à l'histoire du Japon, le massacre de Nankin en Chine, par exemple, enfin les guerres en Asie, mais aussi naturellement les bombes atomiques. Et c'est étrange d'ailleurs comment l'atome, voilà, aussi, il y a les rayons X, les machines à radiographier, il y a l'évocation de ces tragédies. Tout ça termine de s'écrire au moment de la catastrophe de Fukushima. Donc, vous voyez, bon, ça, c'était pas prévu, je ne l'avais pas Non. prévu, hein. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ouais, et c'est très étrange parce il y a une relation au temps, et au temps au sens un peu comme voilà, le temps qui n'existe pas, d'une certaine manière. Voilà. Et quand il revient au Japon, c'est comme si il y a un très joli moment où il dit que c'est l'avenir qui revient vers lui en quelque sorte. C'est un Japon nouveau d'ailleurs auquel il accède. Il dit que en quelques mois, son voyage a duré quelques mois, mais c'est comme si plusieurs années s'étaient passées. Donc vous voyez, on retrouve presque ce temps que les physiciens d'ailleurs décrivent aujourd'hui, qui peut se dilater, se contracter. Enfin bon, c'est étonnant, absolument étonnant. Je vais remontrer la couverture parce qu'une des forces aussi de votre maison d'édition, ce sont les couvertures. Alors là, je la remonte parce qu'elle est quand même sublime. Mais je vais en montrer aussi deux autres. Alors là, oui, on la voit, donc la voilà. Magnifique. Et je vais aussi vous montrer celle-ci qui m'avait interpellée. Mais vous allez. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Je me le garde. Mais je pense que Sylviane, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce roman. Alors, Eliane Saliba-Garillon, c'est effectivement un des... Voilà, alors ça c'est un des romans. Il y a deux romans de cette romancière libanaise publiés à l'Escampette. Je remercie Vincent Jacques, qui était donc encore directeur littéraire au moment de la... C'est lui qui a vraiment choisi de la publier, qui l'a repérée, voilà. Et ça, j'invite... il y a deux romans d'Eliane. Ce sont pour moi les meilleurs... Enfin, ça vaut tous les antidépresseurs du monde. Si vous voulez
retrouver la pêche. Là, au mois de Ouais. janvier, parfois, il y a ces petits blues de l'hiver, etc. Lisez Eliane Saliba, parce que c'est tant celui-là que celui qui est sorti un an après. Après avoir fini mon café, j'ai tout quitté pour une île grecque, si je ne me perds pas dans le titre. Ouais, je Euh, crois que c'est ça. c'est génial parce que c'est très dialogué. Je vais pas raconter les histoires, hein, mais c'est à la fois profond et en même temps on sort de là dans un état de réconciliation avec la vie, avec la joie, avec voilà. J'ai Ce sont deux best-sellers, hein, de l'Escampette. Ce sont d'ailleurs, et je tiens à le dire, ce sont les lecteurs et les lectrices qui ont fait le succès de ces livres, parce que bon, il y avait eu un petit raté, peu importe, sur les mises en place en librairie, etc. Et ce sont les lecteurs, le bouche à oreille a fonctionné. C'est comme pour l'alimentation, hein. Nous avons le pouvoir de faire circuler des livres, même en dehors des sentiers battus. Voilà. Et le succès de ces deux romans le prouve. J'en monte un troisième que je suis en train de lire et que je trouve, mais vraiment, vraiment. Alors, je vais essayer de le pitcher moi. En fait, en gros, pour publier un livre, l'auteur est obligé d'aller déclarer à l'état civil son personnage principal. Il fallait avoir l'idée. Je pense que les auteurs devraient le lire parce que je pense que ça va leur rappeler plein de souvenirs sur leur personnage. Est-ce que c'est un nom définitif? Est-ce que vraiment, mais vraiment, je ne suis pas au milieu, mais je passe aussi un moment de lecture, mais fabuleux. Mais quelle histoire! Mais quelle histoire! Petit texte, court roman ou longue nouvelle. Et là, on est en plein dans aussi dans ce que je vais défendre avec les slow books, parce que Catherine Ternot, elle est publiée à l'Escampette depuis 2001, je crois, quelque chose comme ça. C'est une formidable autrice de nouvelles ou de textes très courts. Il y a 3 recueils magnifiques avant Zopot à l'Escampette. Et effectivement, ce texte que Vincent Jacques a publié en 2018, je crois, ou 2019, je ne sais plus, il fait partie de ma première sélection de slow book parce qu'il a pas beaucoup circulé, hélas. Et pour tous les retours, toutes les personnes qui l'ont lu et qui m'en ont fait retour, euh, expriment cet enthousiasme parce que en plus c'est une quand on enfin c'est une histoire pleine d'humour, drôle, qui nous fait voyager aussi un petit peu, et en plus qui nous plonge au cœur du mystère de qu'est-ce que la littérature, quoi. Ouais, Et en plus qui décrit un peu aussi le monde de l'édition, enfin, ouais, c'est ça. voilà. Donc voilà. Et donc on va pas pilonner les stocks de Zopote. Non. Donc je vais essayer de trouver des lecteurs et des lectrices et merci de commencer à en être. Ouais, ouais, et puis j'en parlerai moi-même aussi sur les réseaux parce que franchement, dès que j'ai commencé, que j'ai vu la thématique du livre, je me suis dit, mais quelle idée, mais géniale en fait. Il y a plein de trucs parce que, bah, évidemment, l'auteur qui va déposer, déjà, il trouve ça insupportable d'être taxé parce que déjà qu'il gagne pas grand-chose, mais on lui explique quand même que il est interpellé parce qu'il dit, mais pourquoi les personnages secondaires, qui sont aussi parfois très importants dans un livre, ne sont pas, eux n'ont pas Oui, il nécessité y a d'être... des choses très, très, très Non, ouais, drôles. c'est Très dans le super drôle. désarroi de cet Ouais, auteur, c'est ça. voilà, qui va ficher le camp du coup, et puis, mais il fiche le camp, mais il les rattrape. Ouais, ouais. On Donc va là pas, aussi, on va pas dire mais allez ça, sur le mais- site de l'Escampette, c'est underscore ou c'est tiré édition.fr? C'est tiré, non, vous? Alors, bonne question. Non, c'est un tiré, c'est un tiré. Tempête-édition.fr, pardon. Allez voir le catalogue, allez voir, parce que il est hyper bien fait, votre site. En plus, où il y a des J'essaie de faire résumés. en sorte que ça soit un pôle de ressources et d'informations. C'est pas un site marchand. Non, Le ça c'est livre important. s'achète chez les libraires. Mm. Mais voilà, il suffit de commander à votre libraire, hein. C'est le meilleur service que vous pouvez nous rendre, c'est de parler, d'aller, voilà, demander et commander nos livres à votre libraire. Vous n'allez pas trouver forcément nos livres chez votre libraire, parce qu'il y a Mais on peut le commander. peu de nouveautés. Mais en revanche, vous pouvez trouver, et de plus en plus, le retour d'Aigiro. Pas encore beaucoup, parce que la diffusion commence seulement. Et puis l'autre pépite, parce que j'ai dit que Ouais. j'avais fait le choix de ne pratiquement plus publier. Effectivement, il n'y aura pas de nouveaux livres à l'Escampette, au moins avant 2027 ou 28. Je remettrai les coordonnées du livre, quoi, le titre du livre, de tous les livres sous Voilà. la vidéo, avec Mais les liens. j'ai fait 2 exceptions.
une exception donc pour le retour des Giraud parce que Vous avez j'avais bien dit non fait. à Philippe Brunet, hein, quand on s'est rencontrés, j'ai dit non, non, je prends rien. Puis il m'a quand même envoyé son. Et, et j'étais immédiatement happée par ce poème. Et puis là, c'est donc Vincent Jacques, cet auteur exceptionnel qui est publié à l'Escampette depuis 1993. Ça, c'est une boîte à merveilles. C'est une écriture enfin, très rare. On rencontre peu souvent une écriture de cette qualité. Nous sommes le 6 janvier, c'est l'épiphanie, hein, je crois. Oui, Bien là, on peut parler d'écriture épiphanique, c'est-à-dire qu'il a la grâce, je ne peux pas le dire autrement. Et il y a des points communs, enfin, c'est très différent du retour des Giraud, bien sûr, mais il y a quand même quelques points communs, ce qui me facilite d'ailleurs la présentation en librairie, puisque dans les deux cas, ce sont des livres qui nous emmènent en voyage. Vincent Jacques a eu la chance de beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Il connaît à peu près 100 ou 110 ou 120 pays dans le monde. Il a beaucoup voyagé dans les livres. Il est nourri de littérature de voyage depuis tous les auteurs du 18e, même avant, jusqu'à maintenant. Et là, c'est un peu comme si il a accumulé, c'est un chercheur de beauté, voilà, je ne sais pas comment dire ça, hein. pas mal. Et il a fixé la beauté. Je crois que la beauté nous sauvera. Je fais partie. Philippe Brunet, dans son poème, dit ça à un moment aussi, un peu. Et je crois que la beauté peut nous sauver dans ce monde tellement troublé, Oui, c'est vrai. inquiétant. Je crois que la beauté peut nous sauver. Et Vincent, il a cette capacité à la saisir et à la restituer. Alors ça, c'est voilà. Et donc, on voyage avec lui, on fait le tour du monde, on va à Samarcande, enfin, à l'Amérique du Sud, en passant par l'Italie, enfin, le Japon également, etc. La France également. Et c'est extraordinaire. Et vous sortez de là, voilà. Tout à l'heure, je parlais d'ordonnances qui remplacent les antidépresseurs. Là, c'est même au-delà. Vous êtes oui, une épiphanie, c'est la joie, quoi, hein. C'est vraiment Oui, c'est oui, oui. exceptionnel. Voilà, pour moi, c'est exceptionnel. Donc, je suis une éditrice qui publie pratiquement plus, mais qui ait cette chance, je vais vagabonder de librairie en librairie. Là, je vais être à Paris tout le mois de janvier à partir de la semaine prochaine pour présenter ces deux nouveautés. Puis j'irai ailleurs. Mais j'arrive avec ces deux pépites et mes slow books. Donc c'est génial, quoi. Je suis assez heureuse. Alors, comme on est dans le cadre des mardis de l'édition indépendante, j'aimerais bien savoir, selon vous, quel est le rôle des maisons d'édition indépendantes? Quel rôle vraiment jouent-elles, selon vous, dans la diversité et la vitalité de la création littéraire? Bah, elles ont toujours joué un rôle très important, ce qui n'empêche pas que dans les grands groupes, de plus en plus concentrés, financiarisés, et maintenant passés souvent enfin, dans le giron de personnages, de personnes telles que Vincent Bolloré, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le groupe Hachette, première maison d'édition de France, enfin le groupe Hachette fait partie du groupe Bolloré. Euh, il peut y avoir de bonnes choses qui se publient, mais on voit bien qu'il y a des logiques qui sont régies par la rentabilité, voire par autre chose, qui expulsent un certain nombre de voix. C'était vrai, moi j'observe, bon, il se fait que j'aurais consacré ma vie à la promotion des livres en 1982. Bon, pardon, on ne donne pas son âge en général, mais j'étais dans une école spécialisée dans les métiers du livre et l'un de mes premiers mémoires rédigés suite à un stage, c'était diffusion et distribution des petites et moyennes maisons d'édition de littérature de création. Donc vous voyez, j'ai quand même quelques idées fixes. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir, mais donc déjà à l'époque, les et la concentration d'édition, la financiarisation de l'édition dans les années 80 n'était pas du tout ce que c'est devenu. Ça a vraiment basculé dans les années 2000, au début des années 2000. Euh, donc, les petites maisons d'édition ont toujours joué ce rôle, enfin les petites, j'aime pas le mot petite, les maisons d'édition indépendantes ont toujours joué ce rôle aussi de, de enfin, on découvre des textes parce que souvent, ben, voilà, il y a des passionnés, on est moins tenu par des
on vend des maisons pour financer nos passions, par exemple. Enfin, ouais. Bon, bref. Et c'est pas forcément les contrôleurs de gestion qui dictent nos choix. Moi, Ouais. j'ai pas du tout pensé à ce qu'allait me rapporter euh, la vente du retour d'Aigiro ou des Atlantides de Vincent Jacques. Hein. Même un éditeur pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, et ça devrait rester ça, ça l'est de moins en moins dans le monde d'aujourd'hui. Et en ce sens, les indépendants sont peut-être les dernières digues avec les libraires aussi. Hein. Enfin, tous ceux qui essaient Le de. mot indépendant est quand même très important. Il est central. Il y a un mot qui est devenu maintenant beaucoup plus courant, mais je me suis battue pour ce mot lorsque je dirigeais, il y a une quinzaine d'années encore, une structure régionale pour le livre. Je défendais ce que l'on appelle la bibliodiversité. Parce que là aussi, il faut des mots, voilà, un peu, c'est comme les slow books, hein, il faut parfois Ouais. des mots comme ça qui disent les choses rapidement. Et le parallèle avec la biodiversité, naturellement, s'établit très vite quand on parle de bibliodiversité. Mais si on veut que la bibliodiversité demeure, elle est essentielle, comme la biodiversité l'est. La biodiversité, c'est simplement maintenir les conditions de la variété, de l'expression des idées, mais aussi des émotions, de l'humain, tout simplement, de l'humain, tout ce qui nous fait être humain et pas être des robots voilà, ou des consommateurs passifs comme on veut nous faire de nous. Hein. Voilà. Ne dites pas de gros mots, Sylviane. Vous étiez à deux doigts de dire intelligence artificielle et de citer une grande plateforme de vente de livres. Je Ouais, le sens j'ai bien. là Pas aussi, du tout. j'ai quelques idées fixes, c'est vrai, ou quelques batailles qui, j'espère bien conduire, même si c'est très modeste et Mais nous avons les mêmes. Nous avons les voilà, mêmes convictions, les mêmes jusqu'à batailles. mon dernier souffle, je me battrai. Mais c'est simplement se battre pour l'humanité, quoi. C'est un grand mot, mais chacun on fait sa part, quoi. Moi, je fais ma part avec l'escampette, hein. Je peux pas le dire. Avant que j'oublie, il y a un message de Elisabeth qui dit toutes les publications de la maison d'édition sont très belles et que c'est une très belle maison d'édition. Donc voilà, je vous le transmets Merci le beaucoup, ce message. sont des encouragements, parce que je ne cache pas que Euh, il y a des moments où on doute hein, quand même sur ce chemin, même s'il y a un joli lièvre qui vagabonde à mes côtés, c'est difficile, et les indépendants sont de plus en plus invisibilisés. Bien voilà, merci de nous donner avec cette émission la possibilité de nous exprimer, mais c'est de plus en plus difficile. Donc, mais je crois à la curiosité, voilà, je pense que les êtres humains, tant qu'ils ne seront pas totalement voilà, éteints avec un certain nombre de menaces qui pèsent sur nous et qui s'accélèrent, ils ont toujours s'ils gardent cette liberté d'aller vers l'inconnu aussi. Il faut être gourmand en fait. Moi, c'est un mot. Et curieux, et curieux. Curieux et gourmand. C'est pas pour rien que le premier livre pour lequel la maison d'édition est née s'est appelé Saveur. Et je voulais savoir, Sylviane, est-ce que ça a changé votre façon de lire d'être devenue éditrice quelque part? Non. Non, Non, parce que j'étais quand même déjà dans la proximité d'un éditeur, donc ouais, ça enfin, a pas changé. Et ça vous a pas donné envie d'écrire, de passer de l'autre côté? non. Alors ça, on me demande ça depuis plus de 30 ans. Non, moi, je me mets au service des écritures des autres. Mm. Et c'est Alors, de ça, là. avant que j'oublie, ça c'est pour vous, Sylviane. Elisabeth écrit qu'elle va écrire pour Poésie Première un article sur le retour des Giraud. Et Ah, elle se régale formidable, d'avant. Elisabeth. Merci beaucoup. Donc Merci voilà. beaucoup. En fait, il faut aussi que les lecteurs s'expriment sur leur lecture, parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai eu plein de monde en librairie qui me disait, ah, mais j'ose pas aller voir l'auteur pour lui dire j'ai aimé. C'est très important. Et quand vous avez des éditeurs aussi, de leur faire des retours. Ils ont tous des mails, les éditeurs. Donc, c'est fait pour ça aussi d'avoir des On a, retours sur, on a besoin de vos voilà, retours. on a besoin. C'est Vous pour êtes, ça que je vais essayer d'être beaucoup plus présente dans des salons du livre d'ailleurs, voilà, dans des grands, des plus modestes, à la campagne, dans les villes, parce, parce que je trouve que c'est être ainsi au contact direct des lecteurs et des lectrices, c'est formidable. On a besoin, c'est pour les lecteurs et lectrices qu'on s'engage et qu'on consacre des heures, parfois des nuits de travail avec cette opiniâtreté, avec ce désir
simplement, c'est comme un repas. Je trouve que j'adore le vin. Je n'ouvre pas une bouteille de vin toute seule. J'ai envie je la fais partager. Voilà. Donc c'est pareil avec les livres et c'est pour ça qu'on est éditeur ou qu'on crée un festival de littérature comme je l'ai fait quand j'avais 24 Alors, ans, je vous confirme, etc. Sylviane, Philippe était là, puisqu'il nous remercie. Ah Il était... bon? Alors, Ben, moi, c'est moi, je le remercie, puisqu'il m'écoute, qu'il me et voit. moi je le Moi, je remercie ne le aussi. vois pas, mais je le remercie parce que j'ai vraiment passé et un très beau moment de lecture. Et je pense même que je vais le relire dans pas longtemps parce que je pense que j'ai loupé des choses. Et moi, j'adore faire des lectures bis, parce que quand on fait des lectures bis, on voit des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture. Et je voudrais aussi rajouter que les lecteurs, on parle des professionnels, des éditeurs, des auteurs qui font la littérature, mais ceux qui font aussi la littérature, ce sont les lecteurs. Les lecteurs sont très importants. C'est un élément de la chaîne du livre qu'on ne cite pas souvent, mais c'est eux qui font aussi le succès d'un livre. Donc, il ne faut Vous pas... savez, c'est pour ça que moi je suis enfin, les gens qui me connaissent enfin, savent que cette idée de la question de la lecture est essentielle, centrale. Tout l'écosystème du livre n'existe que pour deux acteurs, les auteurs et les autrices, les lecteurs et les lectrices. On Entre oublie souvent, hein, les pauvres. Bah oui, Alors que- entre les deux, nous ne Ouais, sommes que ouais. des personnes, qu'on soit éditeur, libraire, bibliothécaire, organisateur de manifestations, lecteur, comédien-lecteur, voilà. On, on se met au service. On se met au service des auteurs et des autrices, mais aussi au service des lecteurs et des lectrices. Le lecteur et la lectrice, bien sûr, moi, très souvent, même dans des réunions professionnelles, et Dieu sait si j'ai participé à de nombreuses, je considère qu'on oublie toujours le lecteur et la lectrice. C'est quand même l'élément, enfin, Majeur aussi, enfin, oui, on ce peut sont le des dire, ouais. personnes essentielles sinon ça n'a pas de sens tout ça. C'est Ça n'a ça, pas de sens. exactement. Alors, On- qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Plein succès, que là, l'émission ait fait un petit boom et que le bouche à oreille fonctionne et que les Oui, gens aillent en voilà, librairie. qu'il y ait encore des lecteurs, des lectrices, des libraires, des passeurs de livres qui nous aident, qui acceptent d'être curieux, gourmands, et de nous aider à transmettre des livres aussi exceptionnels que ces deux nouveautés. Alors, il y en a plein d'autres chez d'autres éditeurs, hein, et heureusement, voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui continuent à publier. Moi, je vais pratiquement pas publier, mais heureusement pour les auteurs et les autrices que, que tout le monde ne fait pas comme moi. Mais vraiment, voilà, moi, c'est vrai que je ferai tout ce que je pourrais pour mettre entre les mains des lecteurs et des lectrices ces deux pépites. Parce que même dans les épreuves, des livres de cette intensité, de cette qualité, ça nous aide, que ce soit des épreuves personnelles, j'en ai traversé, j'en traverserai d'autres encore, ou des épreuves collectives comme nos sociétés. Eh bien, on respire, quoi. On peut encore rester vivant. Et c'est... Voilà. C'est pas Donc faux. voilà, moi, si on... Je ne demande pas ce qu'on on aide l'escampette, je crois que on a tous à vivre mieux en pensant à nos voilà, enfin, en revenant à cet acte simple en plus qu'est la lecture et qui peut, je crois, changer, continuer à changer, enfin, en tout cas, nous aider à rester humains. Une belle conclusion que vous voulez me faire, Sylvia, parce que là, l'émission touche à sa fin. En tout cas, moi, j'engage tous les gens qui nous ont regardés à aller découvrir donc le catalogue des éditions de l'Escampette, d'aller aussi commander, mais de toute urgence chez votre libraire, À sur commander parce que vous ne les trouverez commande, pas encore. voilà, Hein. commander, Commandez, hein. des un libraire indépendant de préférence, bah, le Retour des Giraud, l'Atlantide de Vincent Jacques et aussi Zopot, c'est ça, on le prononce comme ça, Zopot? Zopot. Enfin, moi, je prononce Zopot de Catherine Catherine Ternot. Ternot. Donc voilà, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait une belle découverte avec votre maison d'édition. Les mardis de l'édition indépendante sont faits aussi pour ça, donc on remercie chaleureusement la FEDEI de nous avoir permis d'organiser cette rencontre. Ben, je vous souhaite une bonne balade en France avec votre bâton de pèlerin et En lièvre. j'espère, ouais, voilà, enfin, pour courir des lièvres, c'est-à-dire les librairies. Et j'espère que vous aurez un accueil chaleureux de mes confrères, de mes consoeurs, parce que vraiment, ça vaut la peine. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, Sylvain. Encore un Merci grand merci beaucoup, en tout cas. d'avoir Merci été là avec pour votre moi. attention et votre écoute. Et puis, à bientôt, pour les autres.